Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon. Mon nom est Gab Masson et vous écoutez mon podcast dans le franc des yeux. Ça y est tout le monde, on y arrive aujourd'hui. C'est enfin le dernier épisode officiel de la série Le Québec en quarantaine, ma deuxième saison de podcast sur Franc-Maçon. Et on va finir le tout avec une section qu'on appelle la modernité, accompagnée de mon innommable invité, Matthew Herrett. Voilà. Alors, je dis officiel comme épisode parce qu'il se pourrait que je réussisse à enregistrer un ou deux ou peut-être 3 épisodes avec quelques autres invités pour faire un survol sous des angles différents et leur présenter à eux la thèse qu'on a développée pendant les 10 derniers épisodes jusqu'à aujourd'hui. Donc, pas certain, mais il pourrait peut-être avoir un extra deux épisodes, quelque chose comme ça, peut-être 3, à suivre. Alors, on part du dernier épisode sur les événements post-Deuxième Guerre mondiale et on embraye un peu plus loin dans l'histoire sur la modernité aujourd'hui. On revient fortement sur l'alliance multipolaire, la Chine, le contrôle international oligarchique de notre ère présente qui nous a menés à aujourd'hui et quelques points sur Trump également. Matt a tellement été généreux de se joindre à moi, tout le monde. J'aurais aimé ça aller dans 1 million de détails sur le 11 septembre, la pandémie, bien sûr, mais on s'est arrêté juste avant ça avec une conclusion plus générale qui va faire un retour sur la thèse principale qui était la fondation de la série Le Québec en quarantaine, soit donc les systèmes scientifiques et politiques qui gèrent le monde et comment essayer de transformer nos esprits pour semer les graines d'un futur radieux et qui vaut la peine de léguer à nos enfants et aux générations futures. Est-ce que c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos sur la série Le Québec en quarantaine? Je pose la question car si c'est le cas, hein, c'est une série historique, donc je vous avise que vous pourriez mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui en commençant au début de la série, donc en retournant à l'épisode 0, la présentation des invités, ensuite l'épisode 1, la thèse générale, et remonter dans le temps des épisodes 2 à 11 aujourd'hui. Super important. Donc, on a ces 11 épisodes-là qui sont chronologiques et on travaille donc sur le rôle géostratégique d'importance du Québec dans son histoire vue par la loupe impériale britannique et vulgarisée par 3 invités différents, le tout basé sur les écrits et les réflexions de Lyndon LaRouche, philosophe et intellectuel américain décédé en 2019, assez récemment, qui avait mis en lumière plusieurs facettes des centres de pouvoir ou de contrôle cachés qui mènent le monde, comme on dit au Québec. Bien sûr, mon but, hein, encore une fois, je le répète dans ce dernier épisode, mon but donc n'est pas de vous donner une vérité avec cette série d'épisodes, mais de vous donner des outils pour revoir vous-même vos connaissances sous un nouvel angle et vous inspirer à chercher vous-même plus loin et à avancer par rapport vers ce qu'on espère tous un jour pouvoir connaître plus officiellement sous le titre de vérité commune. Je refais mon petit avertissement, ma petite frustration pour cet épisode-là et le précédent, je dois le dire. Juste d'y penser, ça me fait chier. Mais vous allez remarquer, le son de mon micro avait complètement sauté pendant cet épisode-là. Alors, à chaque fois que je parle, ça pète le range sonore admis, donc ça griche et c'est vraiment désagréable. Mais, encore une fois, mon invité, lui, nous fait guise d'un timbre de voix des plus parfaits pour toutes ces réponses et c'est ça le plus important. Donc, évidemment, moi, je ne suis pas important, mais à l'audio, pareil, dans l'épisode, c'est plate un peu. Donc, vraiment, vraiment désolé, mais je ne pouvais pas réenregistrer l'épisode avec mon invité parce que ça a déjà pris 5 mois à tout faire ensemble et il nous a donné déjà énormément de temps de façon extrêmement généreuse. Donc, on le remercie. Et encore désolé pour ça. Toute ma gratitude pour tout le monde qui sont ici, qui ont investi du temps pour revisiter leurs propres connaissances historiques avec nous, que vous soyez en audio, en vidéo, sur Rumble, YouTube, Odyssey, podcast, super apprécié. Je vous envoie chaleureusement mes salutations les plus sincères. All right? Donc, pour une dernière fois officiellement, let's go tout le monde. Le Québec en quarantaine, 11e épisode et le dernier officieux. Pour l'instant, la modernité avec l'innommable Matt Herrett. C'est parti. Bon show.
ça nous rend à les prochaines 30 années, après les grands coups d'État où l'oligarchie a pris contrôle encore, les mêmes forces qui ont financé Hitler, qui voulaient une nouvelle ordre mondiale, eugénisme dans les années 30-40, ont repris contrôle de beaucoup de les nations de la transatlantique durant les années 70, un nouveau éthique, un nouveau paradigme de créer une religion séculaire basée sur un anti-humanisme a été de plus en plus fort. Right? L'idée que l'être humain est vraiment pas quelque chose de bon, on est quelque chose comme un virus. Et tout ce qu'on peut faire quand on est créatif, c'est de détruire la planète, détruire la nature. Ça, c'est tout ce qu'on fait. On est une création qui détruit. Ça, c'est tout. Et ça, c'est le nouveau logique sous le contrôle de les mondes comme Maurice Strong et tous ces Klaus Schwab et tout ça. C'est devenu protéger la nature contre le virus de l'être humain. Pas contrôler l'humain, protéger l'humain contre les impérialistes. Non, non, non. C'est plus ça. Ça, c'est la vieille moralité. La nouvelle moralité, c'est protéger la nature. Pensez petit. Pensez dans le moment. Arrêtez d'essayer de penser dans le passé ou le futur. Juste existe. Et juste existe. Et ça, c'était comme on a vu vraiment l'effet monstrueux de ça, c'est que c'était que tous ces baby boomers qui étaient infusés avec ce nouveau effet est devenu, on a vu ça dans les dernières 50 années, les chefs les grandes compagnies, les chefs de les banques, les chefs de les nations, qui a mis en place des politiques suicidales, qui n'ont pas bénéficié, même leur nation, même leurs enfants n'ont pas bénéficié par les politiques qu'ils ont mises en place. Que les boomers ont mis en place. Et sûrement et moi je crois que ça a été toujours fait de bonne foi, souvent par eux, parce qu'ils ont été éduqués avec un système en pensant que c'était le bon système. Et donc, eux, ils pensaient qu'ils faisaient probablement, pas pour tout le monde, il y a toujours des personnes mal intentionnées, mais la majorité, probablement que c'est des gens qui pensaient qu'ils faisaient la bonne chose, right, pour préserver justement l'environnement, la nature, parce qu'en même temps, dans les années 70, c'est tout le mouvement pro-environnement qui est arrivé tranquillement, pas vite et tout ça, puis qu'il a commencé à gruger dans l'esprit des gens. Fait que ces gens-là se sont dit, non, mais il faut préserver, il faut s'entraider, donc l'aspect collectif, puis il y a l'affaire avec la guerre froide et tout ça en même temps. Il y avait une très bonne commencement dans cette orientation, mais ça, c'est comment le diable fonctionne, right? Il ne peut pas dire juste « je suis le diable, laissez-moi dans ta maison ». Right? Il doit commencer avec quelque chose qui semble d'avoir une image de le bon. Et après un certain point, pour venir à le présent, le monde, dans les années 80, tu avais de plus en plus la dérégulation de la système banquier, right? La société est déjà devenue de plus en plus, il y avait une addiction à la production de cheap goods. Des biens produits par des cheap labor. C'est ça. Des biens matériaux de basse qualité, là, en fait. Là. Right. Et dans le monde industriel, on a externalisé tous les manufactures, les factoires qu'on avait à Québec, à Canada, les États-Unis. On les a externalisés, on les a donnés à les nations pauvres, mais maintenant, les nations pauvres, fallait rester pauvres pour que leurs travaux soient toujours de bas paie. Parce que s'ils commencent à développer leur qualité de vie, leur quantité d'argent qu'ils expectera par heure aussi augmentera. Et là, la production qui vient de leur factoire à nos dollaraments peuvent plus être vendue pour $1. On paiera plus. D'abord, on fallait forcer une condition de statique sur leur vie, sur leur pauvreté. Il fallait rester pauvre. L'Afrique, ils ne pouvaient même pas avoir la production. Pour eux, c'était juste d'avoir des secteurs pour exploiter les ressources, comme Barrick Gold, la compagnie anglo-canadienne qui contrôle comme la majorité, même aujourd'hui, de l'or, la production de l'or en Afrique. Ou de beers. La spécificité canadienne de tout l'aspect minier aussi des choses. Right? Donc ça, c'est au Canada, on est comme un paradis fiscal pour les mines et j'invite les gens à s'intéresser. On a Alain Deneau, qui est un philosophe, auteur québécois excellent, qui a écrit des livres sur l'aspect minier et la corruption financière au Canada. C'est assez incroyable. Oh oui, il a fait beaucoup de bon travail sur ça. Je pense que Barrick Gold, lui,
vraiment donné un grand problème aussi. Anyway. Je pense que oui, ouais. Mais, so le Canada est devenu de plus en plus comme une branche impériale pour contrôler la planète sous une nouvelle architecture comme une Rome, empire romain. Et on avait un aspect de ce qu'on appelle le pouvoir moyen, parce que les États-Unis avaient la fortitude militaire et aussi industrielle après la Deuxième Guerre mondiale. D'abord, après que les frères Kennedy ont été assassinés, les États-Unis de plus en plus a été devenu comme la grande... c'était contrôlé par le cerveau britannique. D'abord, ce n'était pas un empire américain en soi qui a été créé. Oui, il a fait les travaux pour détruire les nations et si vous voulez une guerre en Vietnam, lance une guerre en Vietnam, right? Et si tu veux n'importe quoi, une assassination, c'est la CIA qui était là pour lancer un assassinat ou mettre dehors un président nationaliste. Et le Canada jouait un autre rôle parce qu'on n'avait pas vraiment une militaire, mais on avait une certaine capacité avec comme Pierre-Éliott Trudeau d'être un petit peu socialiste, un petit peu capitaliste. Et des fois, quand le balance gravitationnel géopolitique tournait vers le capitalisme, le rôle de Trudeau, c'était de créer des contrebalances, de voyager pour signer un pacte avec Castro ou avec Mao, right? Et si la géopolitique, la centre gravitationnel pousse en autre direction, vers le communisme, là, il va visiter Reagan ou Carter pour lui embrasser et signer un traité pour comme, essayer de leur rebalancer encore. Pour l'Afrique, Maurice Strong a créé le Canadian International Development Agency, l'Agence de développement international canadienne, en 1966. Pour créer une certaine condition de donner de l'argent aux Afrique, mais de ne pas donner la vraie technologie ou les moyens technologiques pour que les Africains soient capables de développer eux-mêmes, pour qu'ils soient toujours dépendants à l'argent externel. Mais cet argent, ces prêts, ces dons donnés par le Canada, c'était toujours connecté avec des conditions que, oui, mais maintenant, on va vous donner $1 million, mais tu dois maintenant signer un contrat avec le FMI pour te mettre sous le contrôle de la FMI, right? Où il y avait beaucoup de conditions. Et ça, c'est qu'est-ce que le Canada a fait comme une job pour recréer un nouveau type de colonialisme. Colonialisme économique, si on veut, right? Du terrorisme économique, à la limite. Et ça me fait penser à tous les travaux j'oublie son nom de l'auteur, mais le Hitman's... John Perkins. Perkins, The History of an Economic Hitman. Donc, c'est vraiment ça l'idée d'aller dans les trucs et puis que tu offres de l'argent, mais l'argent vient toujours avec des conditions de fou. Puis finalement, chaque pays devient imbriqué dans la toile d'araignée internationale économique et donc leur population devient des esclaves finalement automatiquement. Là. Exact. Oui. Et quand tu as une Patrice Lumumba ou Kwame Nkrumah ou une Thomas Sankara, tu dois les assassiner avec le CIA, avec MI6, avec l'intelligence belgique, qui va tous travailler ensemble, right, avec des fascistes, avec des nazis qui ont été jamais punis par après la Deuxième Guerre mondiale pour effectuer ces crimes légaux. Et de mettre en place une leadership qui est plus acceptable à l'élite qui contrôle la Banque mondiale, les banques de Londres et tout ça. So anyway, maintenant, on est à une place où c'est la fin de l'histoire, right? So en 1989-90, l'Union soviétique est vraiment prête à s'effondrer. Et il y avait certaines promis qui ont été donnés par George Bush Sr. que oui, Gorbatchev, si vous décidez de s'effondrer, l'Union soviétique et devenir capitaliste, on va te donner une centaine de milliards de dollars pour investir dans la industrialisation de toute ton économie. Tu dois aussi laisser donner une indépendance à tous les autres membres nationaux dans l'Union soviétique. Et si tu fais tout ça,
on va te donner de l'argent, on va t'aider, ce sera un nouveau monde de coopération et tout ça, right? OK, so, c'était effectué. Les Russes ont fait ce qu'ils ont promis, mais comme on a vu, les forces qui contrôlaient Bush Senior et après lui Clinton, le Rhodes Scholar, a été pas vraiment honnête. Leur plan, c'était toujours de juste détruire complètement l'Union soviétique avec la perestroïka, la privatisation de tout ce qui était national et la création d'une nouvelle classe oligarchique contrôlée par Londres et Washington. Et ça, c'était devenu la parasite de l'État profond moderne dans la cœur de la Russie, que Poutine, chanceusement, a été mis en place par Primakov. Il y avait Primakov était le premier ministre patriotique nationaliste dans les années 90, qui voulait résister à cette parasite. Et chanceusement, il était capable de trouver quelqu'un qui avait un talent, Poutine. Personne ne savait comment lui juger, est-ce qu'il est sur quel côté. Et il a joué un jeu très smart. Beaucoup des élites qui ne sont pas nécessairement morales lui avaient donné une certaine foi. Il croit que peut-être il est sur notre côté. Mais finalement, commençant, je pense, vraiment vers 2001-2002, après le 11 septembre, Poutine a commencé de lancer une attaque contre cette oligarchie et de mettre de plus en plus les lois de la nation en action pour la première fois pour mettre ces oligarches en prison. Il y avait plusieurs qui ont été mis en prison. Et des autres oligarches ont soit échappé la prison en sortissant de la Russie. Et Londres était là pour les protéger. Des autres ont venu en Floride ou à New York. Quelques autres ont resté en Russie et ont dit, OK, on va jouer avec tes nouveaux règles, Poutine, et on va on va avoir de meilleurs comportements au moins. Pas nécessairement des. T'interromps une petite seconde parce que ce que tu viens de dire, c'est malade, c'est immense parce que dans ce point de vue-là, donc tu vois que parce que là, on est dans la situation actuelle avec la guerre avec la Russie, l'Ukraine et tout ça, et le personnage de Poutine est utilisé médiatiquement pour polariser les gens et tout ça. Puis la majorité des gens avec un bon cœur de gauche et tout ça voient Poutine comme un dictateur méchant et tout ça. Mais toi, ce que tu vois, c'est que dans ta loupe à toi, dans les deux systèmes différents qui s'affrontent, Poutine aurait réussi à avoir été placé là par le dernier président de l'Union soviétique qui était pro-État souverain-nation en sachant que Poutine, à long terme, donc j'étais en train de dire que, excusez-moi tout le monde, je me suis étouffé solide, j'ai été obligé probablement de couper un petit mot au montage. Donc tu allais dire que Poutine allait être là et à long terme, elle a réussi à jouer finalement le jeu de la souveraineté contre l'État profond ici. Et je t'ai interrompu parce que je voulais te lancer une petite flèche en même temps, à savoir si, parce que toi, tu vois ça comme ça ici, comme de quoi que Poutine aurait réussi à jouer un jeu de fin renard, peut-être en cachant un peu ses couleurs auprès de son État profond russe, qui est un État profond international, bien sûr, mais est-ce que tu penses que, parce que je veux, évidemment, on va dérouler la fin là, assez rapidement avec jusqu'à le temps d'aujourd'hui, mais je t'ai entendu dire à Sputnik Radio il y a 2 semaines peut-être que tu te demandais un petit peu, selon ta propre logique, tu ne comprenais pas un peu comment les États-Unis agissaient présentement dans le monde. Tu avais dit ça, je paraphrase, mais tu avais dit quelque chose comme ça, que tu avais de la difficulté à comprendre. Et là, je veux faire le lien avec toute la question de Trump que je sais que tu allais amener un peu plus tard, mais parce que un des autres angles qui est intéressant d'analyse dans tout ça, dans l'histoire, c'est l'affaire de QAnon et tout ça aussi, hein, que Trump pourrait être potentiellement une personne un peu comme Poutine qui avait été là depuis avec un plan il y a super longtemps et tout ça, pour déstabiliser à long terme l'État profond, etc., ici même dans l'Occident et tout ça. Je sais que toi, je pense que tu n'es pas en phase vraiment avec cet angle-là et je pense, et je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche, tu me corrigeras, que toi, tu ne vois plus vraiment d'espoir dans ce qui est le transatlantisme et le côté américain, ou en tout cas, pas quelque chose de très, très prenant. Alors, je trouve ça fascinant que tu vois cette chose-là dans l'histoire avec du recul sur la question de Poutine. Alors, je voulais voir un peu, est-ce que tu peux me donner peut-être un petit peu ton impression là-dessus, puis ensuite de ça, tu sais, merger le tout avec 9/11, puis avec le temps que tu veux là, pour terminer, je sais qu'il ne doit pas rester beaucoup de temps, mais pour merger le tout avec 9/11 et un peu la situation où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Oui, OK. So, il y avait
il y a en chaque nation, il n'y a pas une nation qui est comme 100% corruptionnée, contrôlée et impure, et il n'y a pas une nation qui est 100% pure et juste souverain. Dans le monde réel qu'on a aujourd'hui, il y a une mixte des deux. La question, c'est une question de proportion. Lesquelles proportionnellement est dans une position dominante et quelle n'est pas. Et je dirais que c'était un certain miracle, dans un certain sens, que les forces nationalistes qui faisaient pas partie de cette parasite qui a pris contrôle de l'États-Unis après la mort de les Kennedy, c'est un miracle, dans un certain sens, qu'il y avait toujours une force qui était capable de s'organiser pour les mettre dehors et de détruire le plan de Hillary Clinton. Parce que le plan originellement, c'était d'avoir Hillary Clinton comme le président en 2016. 100%. Ça, c'était leur désir. Il y avait toujours, il y avait plusieurs purges dans le CIA, dans les réseaux d'intelligence américains, des mondes qui n'ont été pas conformistes à cette nouvelle logique technocratique de dépopulation et esclavage de la planète. Right? C'est pas comme tout le monde fait partie de ce plan. Il y avait de l'évidence, par exemple, même en 2007, d'une certaine groupe dans le CIA qui ont arrêté une guerre contre l'Iran, comme Dick Cheney et son assistant Victoria Nuland, qui était l'assistant de Dick Cheney à ce temps-là, a été en train de mettre en place une attaque contre l'Iran, comme ils l'ont fait avec l'Irak avant ça. Et c'était juste durant une petite fenêtre de comme 24 heures que Dick Cheney avait une certaine chirurgie dans son cœur, je pense, que un groupe dans la CIA a sorti une National Intelligence Estimate, un estimant d'intelligence nationale, un rapport qui prouvait que le programme de weapons nucléaires a été arrêté en comme 2002 en Iran. Il n'y avait pas d'évidence qu'il existait un programme nucléaire militaire en Iran. Mais ça, c'était le message de Cheney et de tous les autres néocons qui voulaient avoir la guerre. D'abord, avec cette révélation, tout le vent qui nous poussait dans une direction de guerre a été tout arrêté. D'abord, on a vu qu'il y avait... J'ai pris d'espoir quand j'ai vu ça. J'étais comme, OK, il y a des êtres humains qui sont là, toujours. Ouais, c'est ça. Il y a une certaine espoir. Et j'ai fait des petites choses de temps en temps d'ici là. Mais avec le upset pour le parti de guerre en 2016, avec la victoire de Trump, ça me disait qu'il y avait potentiellement la moralité de survivre dans les États-Unis. Il y avait plus de bons qui existaient que je croyais. Et ça a pris une certaine coalition des mondes dans le militaire, dans l'intelligence, spécialement le National Intelligence Estimates. Cet département est très important. Et c'est pas comme il y a comme une organisation d'intelligence dans les États-Unis. Il y a environ une douzaine de différents départements. Le CIA, c'est juste une qui a beaucoup de pouvoir. Il y a une branche de la FBI qui fait des choses externelles aussi. Mais il y a des combats internels aussi. Tu as la NSA, la DIA, je pense que tu en as 16 au total, là, comme ça. Plus supra-intelligence. Et ça, c'est important d'avoir toujours la sens à nuance, de ne pas juste peinturer quelque chose 100% noir ou 100% blanc. Mais il y a des nuances. Pour moi, je crois que l'histoire de QAnon, comme je le vois par Benjamin Fulford et beaucoup des voix dans le média alternatif, je crois que c'est une mythologie qui a été créée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un complot des bonnes personnes, quand même. Je veux pas dire ça non plus. Mais je pense que je ne suis pas convaincu que QAnon, comme c'est vendu populairement, est vrai. Mon avis. Et je crois que certainement, ce n'est pas connecté avec John F. Kennedy Jr. Je n'ai pas vu d'évidence qui me satisfiait mon raisonnement à ce point-là. Mais, OK, il y a en Chine, il y a en Russie, il y a en plusieurs d'autres nations des forces aussi qui sont contre la destruction de leur civilisation et leur population, et ils parlent, ils travaillent ensemble, il y a une harmonisation de plans d'action.
Et je pense qu'il y avait et continue d'avoir une certaine discussion avec Trump, même aujourd'hui, et des réseaux en Eurasie, en un certain sens. J'espère qu'il y a un moyen de réactiver ce pouvoir, même maintenant que Biden soit là après une année et demie. Potentiellement, j'espère, parce que sans les États-Unis, ce sera vraiment difficile d'éviter une future désastreuse. Je crois que c'est très important d'avoir les États-Unis comme un collaborateur dans ce nouveau système eurasiatique. Et Poutine, Xi Jinping ont dit plusieurs fois qu'ils sont ouverts à la coopération avec l'Occident. C'est pas qu'il veut avoir une guerre, c'est pas ça du tout. C'est pas comme la Chine juste veut dominer la Taïwan et là, après la Taïwan, Australie et toute la planète comme un nouveau système autoritaire. Ou c'est la même chose est dit pour la Russie. Après que la Russie contrôle l'Ukraine, ça va être Pologne et toutes les autres nations dans l'Union soviétique. Et après ça, l'Europe. Et après ça, le monde. Il y a des histoires, mais quand tu regardes, qu'est-ce qui cause ces problèmes? Pourquoi est-ce qu'il y a cette friction entre la Taïwan qui est, je dois dire ça, c'est une province autonome, mais c'est une province toujours de la Chine. C'est pas une autre nation comme la Russie et l'Ukraine. Pourquoi est-ce qu'il y a cette friction? Cette tension, c'est pas nécessaire. C'est là parce que Taïwan, c'est une colonie de plus en plus militaire de l'États-Unis. C'était depuis 1949, c'était une branche américaine en Asie. Et en Japon aussi, même chose, right? Il y a le problème le fait qu'en Japon, tu as une grande force dans la culture, dans la politique. La deuxième plus grande partie politique en Japon croit ouvertement que les fascistes collaborateurs de Hitler, qui a tué environ 10 millions de Chinois durant la Deuxième Guerre, sont des grands héros nationaux. C'est la même chose avec les néo-nazis en Ukraine, qui sont là. Pourquoi? Parce que la CIA et le MI6 les a protégés depuis 70 ans en Ukraine. Ils ont créé une nouvelle culture pour les Ukrainiens qui ont été convaincus que le vilain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est Staline et la Russie. Hitler était peut-être une bonne personne même. D'abord, ça, c'est les vrais fachos qui sont toujours là avec leur symbolisme de le black, sign of the occult, de les groupes nazis, comme le Azov, le bataillon Azov, le C-14, il y a plusieurs. Tout financé par les mêmes zionistes aussi, comme Igor Kolomoisky, qui contrôle Burisma Holdings, le plus grande compagnie d'énergie en Ukraine, qui travaille avec la famille Biden. Dont on a parlé d'ailleurs dans l'introduction de l'épisode juste avant, quand on a parlé de l'Ukraine. Fait que c'est super. Donc, on peut faire tout le lien avec ça et avec toute l'histoire aussi de l'OTAN suite à la Deuxième Guerre mondiale pour voir justement la situation en Ukraine. Et là, tu as même fait maintenant le parallèle avec le Japon aussi, de quoi que le Japon est dans une situation similaire. Donc, infiltré un peu de l'intérieur aussi avec des groupes qui étaient finalement pro-fascisme. Comme le grand-père de Shinzo Abe, le dernier premier ministre, a été une des plus grandes fascistes durant la Deuxième Guerre mondiale, qui est célébré comme une grande héros par Shinzo Abe et tout son réseau. Et ça, c'est les mêmes groupes qui disent aujourd'hui qu'on doit avoir des bombes nucléaires contrôlées par les États-Unis sur notre sol, notre territoire en Japon. En Taïwan, il y a les mêmes forces qui croient que c'est nécessaire d'avoir une intégration avec le complexe militaire industriel de les États-Unis, Raytheon et tout ça, avec le gouvernement de Taïwan qui fait des plus grandes deals, des achats, des armes, avec aussi des forces militaires qui sont là. Ils ont doublé leurs soldats américains sur le territoire de la Taïwan elle-même pour donner de l'entraînement et tout ça aux forces taïwanaises pour les préparer à aller en guerre contre la Chine. Juste comme on a vu en Ukraine aussi, ou en Géorgie, mais vraiment en Ukraine, c'est la plus grande source. Et aussi une autre chose en Corée du Sud, right, qui a
Le Japon a 50 000 soldats américains. Ben, la Corée du Sud a environ 28 000 soldats américains avec une grande architecture de bio-laboratoires qui peuvent produire, qui a fait de la travaux sur l'anthrax, coronavirus et toutes les autres choses. Ils ont fait les travaux sur des choses comme ça, smallpox, avec un programme qu'on sache en Corée du Sud, on sache que le nom de le programme de le Pentagone, c'est Centaur and Jupiter. Jupiter qui contrôle les différents laboratoires et Centaur qui sont dans chaque laboratoire. Et on sache que ils utilisent la technologie pour avoir une focus sur une type de gène ethnique spécifique pour que et les Chinois, même les Coréens, ils sont vraiment pas contents parce que ils sachent que ça peut être un nouveau type de guerre contre leur pays. En Ukraine, on a vu aussi, il y avait environ une trentaine de laboratoires bio contrôlés par Metabiota ou maintenus par Metabiota, qui est une organisation affiliée avec le World Economic Forum et qui a reçu leur financement par Hunter Biden et son organisation en 2014. Ça, c'est ce qui maintient les biolabs en Ukraine et en Géorgie aussi. Et la Russie a dit pour plusieurs années, hey, dites qu'est-ce qui se passe dans ces laboratoires parce qu'on est peur. Et il y a environ 312 laboratoires bio contrôlés et financés par le Pentagone et le département de défense américaine. Il ne dit rien de qu'est-ce qui se passe dans ces laboratoires-là. Ça, c'est un autre aspect. Pourquoi? D'où vient cette architecture bioterrorisme de l'États-Unis? Ça vient de les scientifiques du Japon qui ont été absorbés après la Deuxième Guerre mondiale, comme Hiro Ishii, qui était le général qui était en charge des projets de tester des différentes des weapons bio et aussi la chimie sur les victimes des prisonniers de guerre. Et j'ai vu des estimats d'environ 500 000 victimes qui ont été tuées par Hiroshi et ses groupes de scientifiques. Et Hiroshi n'était jamais puni en Nuremberg, rien. Il était absorbé par les États-Unis. Il a été mis en place, il a contrôlé des départements de recherche en Fort Detrick, Maryland, durant la guerre froide. D'abord, toute leur technologie, même pour les scientifiques d'Allemagne, ils ont été tous aussi absorbés dans les États-Unis et l'Angleterre. Ça c'est qu'est-ce qui est là. Et sous ça aussi, vous avez le problème d'un encerclement militaire. Vous n'avez pas juste une OTAN autour de la frontière sud de la Russie qui a agrandi je pense que c'était comme 16 nations en 1998 et aujourd'hui, c'est presque 30 ou 29 nations. Même si l'Union soviétique a disparu, l'OTAN il y avait une accroissance et en chaque nation qui a été absorbée à longtemps, tu avais des systèmes de missiles mis en place en Roumanie, en Pologne, qui est dirigé vers la Russie. Même dans l'Arctique, vous avez une grande pousse en Alaska. Puis maintenant, il y a une discussion au Canada de mettre en place des missiles contrôlés par les États-Unis pour attaquer la Russie de la Nord. Ouais. Et dans le Pacifique, vous avez un encerclement de la Chine avec des missiles THAAD. On appelle ça THAAD Missile Systems en Corée du Sud. Vous avez 100 000 soldats américains partout autour de la Pacifique avec des sous-marins qui portent des Trident Missiles. Chaque Trident Missile, il y a comme l'équivalence de comme 500 000 Hiroshima. Ça, c'est beaucoup de pouvoir de TNT. Et il y avait donc comme 26 missiles sur chaque sous-marin qui sont tout à côté de la Chine. Même si la Russie et la Chine travaillent ensemble, ils ont établi une nouvelle architecture économique sécuritaire de coopération, de travailler pour créer des grandes infrastructures, des nouveaux projets de science qui sont vraiment bons. Et ils offrent à nous
ici, dans l'Occident, les différentes chances de travailler avec eux comme des partenaires. Et à chaque chance qu'on a reçue depuis 2013, on a dit non. On veut tous. On veut retourner à 1991. On veut une fin de l'histoire, right? Et on veut une gouvernement supranational qui contrôle tout. So ça, c'est le choix, right? On a soit un gouvernement basé sur une logique d'un système fermé malthusien qui va réduire la population, va stupidifier la population, va détruire la industrialisation de la population et aussi de détruire la mémoire collective de nos vieux traditions, nos vieux religions, nos vieux moralités qui nous connectent à Jésus et qui nous connectent à la grande passé. Ça, c'est qu'est-ce que l'oligarchie veut. Il nous voit comme un ordinateur qui peut juste effacer le hard drive. Ou au lieu de ça, on peut juste regarder qu'est-ce qu'il est en train de faire avec l'alliance de la Russie, la Chine et 140 autres nations sont affiliées de plus en plus en différents degrés avec ce autre système, avec la nouvelle route de la soie, et les effets de cette paradigme-là, c'est basé sur l'augmentation de la qualité de vie, la création de compétences des nouveaux ingénieurs, l'amélioration de la qualité de vie. 800 millions d'êtres humains ont été éliminés, sortis de la pauvreté. Ouais. Et il y a une fortitude de chaque nation qui participe dans cette nation d'avoir accès à une spectrum complète d'une économie, d'avoir la production agricole tous en chaque nation, soit en Éthiopie ou en Kenya ou en des pays asiatiques ou n'importe où. So, c'est un différent paradigme. C'est basé sur la protection de l'État-nation souverain, la protection de les traditions. Il y a une raison pourquoi Xi Jinping est en train d'attaquer la contre-culture dans les médias, right? La féminisation de l'homme. Il a dit non. Si on va avoir des hommes, ils peuvent pas se diriger comme des femmes dans les médias. Les jeux de vidéo, malheureusement, si vous êtes moins de 18 ans, vous avez juste le droit de jouer sur l'Internet pour 3 heures chaque semaine. Tu dois trouver quelque chose de plus constructif avec ton temps. Il y a plusieurs d'autres choses comme ça. Ça, c'est en Chine. Et je me permets une petite parenthèse, Matt, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas parlé, évidemment, il y aurait tellement de choses, mais toute la gang Kissinger, Soros, etc., Nouvelle Ordre mondiale et tout ça, une chose que tu as mentionné beaucoup dans tes articles aussi, c'est que les gens, présentement, démonisent beaucoup la Chine. Ah, c'est le communisme, c'est le modèle de la désintégration de l'humanité, etc. Mais quelque chose que tu as mentionné, un point vraiment important, c'est qu'en années 80, je me souviens plus, 89, 91, la Chine avait déjà dit à Soros, tu peux plus venir ici faire tes opérations cachées puis manipuler notre société et tout ça ici. Donc, et suite à ça, justement, les mouvements qui avaient été lancés puis qui sont présents en Occident de déstructuration de la biologie, de déstructuration de la famille et tout ça, ont déjà, selon toi, été renversés en Chine, dont avec des choses comme ça, de dire, ben non, mais un homme, c'est un homme, puis on veut des modèles masculins forts, donc on va pas déconstruire les genres et tout ça dans nos médias et dans nos émissions et tout ça. Fait que, j'ai-tu bien compris ce que tu disais un petit peu dans l'histoire? Oui, yeah, I mean, Soros a été mis dehors en 1989. Il y avait une petite marionnette, une agent de Soros nommé Zhao Ziyang, qui était le chef de le Parti communiste de Chine, la plus haute position que tu peux voir. Et cette personne avait une think tank qui a contrôlé avec George Soros, les deux. Et cette personne, avant il a reçu cette position, il était le premier premier ministre de la Chine. Et durant les années 80, il était célébré comme le nouveau Gorbatchev Yeltsin de la Chine. Il a libéralisé l'économie, il a créé des versions de Rhodes Scholarship, des scholarships pour indoctriner les jeunes Chinois en Harvard, Oxford, Cambridge pour devenir des nouveaux technocrates qui va libéraliser l'économie et de créer une nouvelle
quatrième révolution industrielle. Oui, on s'entend que s'ils vont étudier dans ces universités-là, c'est des Ivy League schools, il y a des sociétés secrètes là-dedans, on peut passer à Yale, Skull Ball. Fait que là, ils vont être imbriqués dans tous les rouages du Deep State international, dans la formation, et ensuite de ça, aller infecter, pour dire, la Chine là-bas. Right? Exact. Et Shanghai et Hong Kong, depuis que l'Empire britannique a créé la Hong Kong Shanghai Banque de commerce en 1865, ça, c'était créé comme une banque pour faciliter et financer l'économie opium, qui avait toujours l'intention de juste détruire l'esprit de les Chinois entièrement, mais pas juste les Chinois, tout le monde. Ça continuait. Même aujourd'hui, le Hong Kong Bank de commerce, qui est, le nom ça semble chinois, mais non, c'est basé à Londres. Même aujourd'hui, ça contrôle comme la moitié de la production de la monnaie Hong Kong. On dit que la Hong Kong est la victime de les méchants Chinois qui veulent contrôler le Hong Kong. Et regarde, Hong Kong était une colonie de la Grande-Bretagne pour comme une centaine d'années. Aujourd'hui, une banque privée de l'Angleterre qui était probable une banque de drogue, pas juste dans le 19e siècle, mais aussi aujourd'hui. Il y avait des Senator Carl Levin, je pense qu'on a parlé de ça dans les vieux discussions qu'on avait, a prouvé que la Hong Kong Bank de Commerce a blanchisé des centaines de milliards de dollars de drogue, de fentanyl et tout ça, de héroïne depuis les années 70, 80, 91, même aujourd'hui, qui finance le terrorisme aussi. Et même avec tout ça, il est toujours capable de contrôler la monnaie de la Hong Kong aujourd'hui. C'est pas une région qui est vraiment indépendante. On appelle ça tout le monde dans le secteur intelligence appelle ça la CIA de la Pacifique. Même aujourd'hui. Et c'est parce que c'est une branche comme le Canada est une branche d'intelligence contrôlée par Londres pour essayer de détruire les États-Unis en Amérique du Nord, depuis que Lincoln a été assassiné de Montréal, où John Wilkes Booth a été ici pour 6 semaines, en recevant ses ordres, son plan d'action, son argent, avant qu'il ait assassiné Lincoln. Même chose que John F. Kennedy a été assassiné de Montréal. Il y avait plusieurs d'autres différents types d'opérations aussi. Même chose pour le Hong Kong, puis aussi Taïwan, et aussi Shanghai, à un certain point. Comme des bases d'opération de l'État profond contrôlées toujours par des branches franc-maçonniques de l'Angleterre pour infiltrer et détruire la Chine par l'endant. Et la Chine n'accepte pas ça à ce point-là. Ils ont toléré ça pour longtemps et on dit finalement non, on ne peut pas accepter ça. Et tu avais de l'argent de George Soros, de la CIA, the National Endowment for Democracy, qui était en arrière de les grandes protestes en Hong Kong. L'été de 2019, c'était vraiment pire. Mais ça, c'était vraiment, c'était pas un mouvement des masses. Quand tu as des gens comme des néoconservatrices qui célébraient la liberté d'un peuple, tu sais qu'il y a un autre raisonnement en arrière de ça. Et je dirais aussi, j'ai vu des images des Azov de l'Ukraine qui sont aussi en Hong Kong durant les grandes protestes. Les Azov, les néo-nazis d'Ukraine ont été envoyés là dans les centaines pour aider à organiser les protestes, qui est devenu très violent plusieurs fois. Et aussi, je ne sais pas s'il y avait une connexion avec des différents pathogènes peut-être qui ont été produits dans les laboratoires ukrainiens, qui étaient, après une certaine période, mis en place en Chine, qui avaient un certain effet sur la population chinoise en 2020, janvier, février, qui était différente que les effets qu'on a vus dans la population de l'Occident, en Europe ou les États-Unis ou au Canada, où il n'y avait pas vraiment, pour nous, c'était juste comme une autre, like a cold, right? Une flu. Une grippe, pour nous, une grippe normale. Pour nous, c'était pas vraiment quelque chose de trop sérieux. C'est sûr qu'il y avait des mensonges, il y avait toute une grande fraude pour convaincre tout le monde qu'il y avait une grande pandémie ici. Mais pour les Chinois, on a vu qu'il y avait quelque chose d'autre. C'était pas la même chose. D'abord, est-ce qu'il y a une connexion avec les néo-nazis d'Ukraine en Hong Kong en septembre, octobre, novembre 2019?
Peut-être, ça, c'est quelque chose qui doit être sérieusement exploré. Je n'ai pas les réponses à ça, mais c'est une sérieuse question. Surtout à dire que il y a une combat entre deux paradigmes différents et je dirais que c'est comme une médecine un peu bitter pour accepter le fait qu'on n'est pas sur le bon côté de l'histoire à l'instant. Il y a une certaine... c'est difficile et c'est épeurant de dire qu'on n'a pas vraiment fini, on n'a pas vraiment gagné la Deuxième Guerre mondiale. Et les mêmes architectes de la Deuxième Guerre mondiale, même les acteurs dans cette Deuxième Guerre mondiale qui a fait les choses, les atrocités humanitaires désastreuses, ont été intégrés dans notre société, qui contrôlent nos médias, qui contrôlent ici à Canada, les États-Unis, l'Europe, nos systèmes d'intelligence, nos écoles même. D'abord, on a un choix, on perd du temps parce que le danger d'une crash économique est sérieux. Le désordre qui va suivre l'effondrement financier dans l'Occident, c'est sérieux. C'est pas si sérieux à l'instant pour l'Eurasie parce qu'ils ont utilisé leur temps meilleur que nous. Dans spécialement les dernières décennies, ils ont établi une architecture alternative de financement, des différents types de banques, des différentes façons de penser et enseigner l'économie. C'est différent là qu'ici, mais l'offre est toujours là de travailler ensemble au lieu d'aller en guerre nucléaire. So, il y a du temps. Le Québec peut jouer un rôle très important dans ce nouveau paradigme. On a beaucoup de ressources, beaucoup de potentiel pour offrir à le développement de l'Afrique et tout ça. Et même nous autres, on a besoin une amélioration de nos infrastructures ici. Mais ça prend la volonté et la connaissance de la peuple qui va être capable d'avoir une demande concrète, des actions concrètes qu'il peut mettre sur la table. Parce que nos leaders politiques en place, c'est désastreux. Je pense pas ils sont pas tous les mauvaises personnes, mais il y a pas vraiment l'infrastructure spirituelle ou intellectuelle pour comprendre tout ce contexte et toute cette orientation stratégique et historique. Right on. Matt, c'est malade, mon gars. Écoute, on pourrait élaborer ça, évidemment, pendant des siècles et des siècles, tout ça. Je veux te dire, mon gars, un immense merci. Est-ce qu'on peut se faire un petit wrap-up de quelques minutes, un peu tes impressions finales? Et puis, juste avant, je te lancerai 2 rapid fire, mais comme vraiment rapide. Je veux pas que tu te lances là, dans un truc, mais 2 rapid fire. Puis après ça, juste une petite conclusion générale sur un peu comment tu vois le futur à partir de maintenant et la place du Québec. Est-ce que ça te convient? J'ai déjà touché un petit peu sur cette idée-là, mais ouais, on peut. En fait, je vais te lancer quelques mots d'extra. Ouais. En fait, rapid fire, est-ce que deux choses. Premièrement, dans l'histoire des années 2000, rapidement, Obama, si tu avais résumé en une phrase ou deux, ou en 1 minute, mettons, son rôle dans tout ça et la notion de l'islamo-communisme ou l'islamo-gauchiste, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est un danger pour la société ou c'est quelque chose qui a été 100% manufacturé? Toute la question d'une guerre religieuse et d'une espèce d'aspect conquérant islamiste au monde, ou selon toi, c'est quelque chose qui, évidemment, tout n'est jamais noir ou blanc, comme on a dit, mais est-ce que c'est quelque chose que tu vois comme un danger ou tu penses que c'était juste de la poudre aux yeux pendant justement les années Obama pour créer vraiment de la division et tout ça suite au 11 septembre? Comme tu as dit, ça prend une certaine nuance. Je dirais que le facteur de le problème islamiste sur la planète aujourd'hui, la source de ce problème, c'est politique et c'est pas religieux ou culturel principalement. La création comme quand tu regardes des images de Afghanistan, de Kaboul dans les années 60, 69, 70, 71, c'était comme une ville moderne, cosmopolitaine, comme ça peut être New York aujourd'hui. Right? Les femmes n'étaient pas, il n'y avait pas des drapeaux sur les femmes que tu peux pas voir leur peau du tout comme aujourd'hui. Non, tu avais des femmes qui se comportaient, qui avaient l'accès à l'éducation, qui avaient comme un monde moderne. C'était progressif. Il y avait des investissements dans la science et la technologie et tu avais
même chose pour Irak, beaucoup des nations qu'aujourd'hui on associait simplement avec des des mondes sauvages attrapés dans les régions de guerre et de ignorance, extrémisme et terrorisme. Non, mais c'était pas ça du tout. Pourquoi est-ce que on a perdu cette idée de Kaboul qu'on avait dans les années 70? C'est parce que tu avais Zbigniew Brzezinski, David Rockefeller, Henry Kissinger qui a financé Opération Cyclone, qui a utilisé 500 millions de dollars taxpayer pour financer les écoles radicaux, les madrasas radicalisation, tout autour de l'Afghanistan, puis aussi au Pakistan, qui faisait partie d'une attaque asymétrique, une guerre asymétrique contre l'Union soviétique pour les attraper dans une version de leur guerre de Vietnam. Et Zbigniew Brzezinski a répondu à cette question en 1998, quand quelqu'un lui a demandé est-ce que c'était comme oui, tu as détruit l'Union soviétique à cause de ton plan, mais maintenant on a ce problème de le terrorisme international. Est-ce que was it worth it? Et son réponse était oui, absolument. Et est-ce qu'ils ont mis fin? Est-ce que les États-Unis ont mis fin de leur support pour ça? Non. Ça continuait avec, comme Osama Bin Laden a été créé par ces réseaux qui a reçu leur financement par les États-Unis dans les années 80. Et est-ce que c'est lui qui est la cause de l'effondrement de les 3 tours avec 2 avions en septembre? Non, pas du tout. Un homme dans une caverne n'a pas orchestré quelque chose comme ça. Ça, c'était quelque chose interne qui a utilisé certaines assets wahhabites dans l'Arabie saoudite. Right? Il y a l'Arabie saoudite comme une région qui supporte et finance beaucoup le terrorisme depuis les années 70 aussi, et même avant ça. C'était mis en place par qui? L'Empire britannique. Ça a créé la Maison du Sud, ça a créé l'État qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie saoudite. Ça a été créé par l'Empire britannique dans les années 30. Le même temps qu'ils ont établi le Balfour Declarations, qui a établi Israël comme une nation, right? qui a coupé le Palestine. Même chose pour Qatar, même chose pour le UAE, le United Arab Emirates. C'est tout des régions artificiellement créées par l'intelligence britannique pour avoir des architectures pour financer des différents types, des variations d'islam qui sont quelque chose qui peut être utilisé par les géopoliticiens. Ils faisaient la même chose avec certaines branches de la chrétianisme qu'ils voulaient avoir aussi, comme la version de George Bush Jr., right? Qui a remplacé le cocaine pour une version de Jésus-Christ. Et toute cette branche des gens qui croient dans le rapture, right? C'est le pre-millennialist et les post-millennialistes qui croient que c'est l'obligation de l'être humain de créer la prophétie de Armageddon pour que la Messie peut revenir. Ça, ce n'est pas une branche naturelle idéologique de la chrétianisme. On a vu, ça n'existait pas vraiment dans le 19e siècle. Et pas du tout dans le 18e siècle. C'était quelque chose assez nouveau et moderne. Et c'était financé, cette secte-là, tu vas toujours voir dans les réseaux franc-maçonniques des mêmes satanistes qui voulaient perversionner n'importe quoi qui peut toucher pour que tous deviennent instruments dans leur jeu. Même chose pour le judaïsme. Il y a des versions de judaïsme qui sont humanistes et morales. Et bon, il y a des versions comme de Jabotinsky qui croient que c'est dans le destin de l'homme de brûler la terre, de créer l'Armageddon pour que la Messie peut venir pour la première fois. Et c'est pour ça qu'ils travaillent très bien avec les néoconservateurs, parce que les deux veulent la même chose. Right? La différence, c'est que les pseudo-chrétiens de ces variations croient que tous les Juifs vont devenir chrétiens après qu'ils sont tous brûlés ensemble. Ça, c'est la chose. On a
une oligarchie qui savent comment créer des cultes et de perversionner n'importe quoi. Mais leur logique, c'est la même chose. L'être humain n'est pas fait dans l'image de Dieu. On est juste que l'univers est naturellement une place statique, anti-créative, qui ne change pas pour le mieux. Et c'est fermé comme eux. Ils projettent leur incapacité de soyer humain. Et il projette ça sur l'univers et sur tout l'être humain. Il veut qu'on tous soit, on adapte à les conditions créées par eux, des limites. Et ça, c'est la raison que Obama a été créé et toute son carrière a été financée par George Soros. Son premier cours pour le Sénat a été financé par Soros. Même chose pour la présidence. Son beau-frère, I think that's what they call it, stepbrother, était quelqu'un qui vient juste de mourir, mais il est quelqu'un qui est vraiment haut dans le Muslim Brotherhood. Muslim Brotherhood, c'était aussi une organisation créée par les francs-maçons britanniques. C'est pas quelque chose qui est organiquement même islamique. So, that's it. Yeah. Ouais, et dans cette optique-là, évidemment, donc, comme au même titre que les boomers qu'on parlait tantôt, qui sont victimes de l'endoctrinement scolaire, ben, les jeunes musulmans et musulmanes aujourd'hui, qui ont grandi avec cette espèce de perversion un peu de la réalité. Il y en a qui sont croyants dans l'espèce d'idée conquérante aussi. Fait que, tout ça a des répercussions sur des générations et tout. C'est ça qui est triste. Tout le monde est divisé dans le temps suite à ça. Rapid Fire, Mathieu, est-ce que D6, ça dit-tu quelque chose? D6, qui serait une combinaison de MI6 et de la CIA. C'est-tu quelque chose que tu as déjà entendu parler? Non. Ah, all right. Je sais que les deux sont intégrés, mais je n'ai pas entendu de D6 en elle-même. Right on. C'était mon deuxième Rapid Fire. Mathieu Hérette, malade mental, mon gars. Écoute, ça va mettre fin à la série qu'on a faite ensemble. Je veux te dire encore une fois un immense merci. Tout le monde, sautez, allez acheter ces livres si vous êtes capable de lire en anglais, bien sûr. C'est la base. Donc, l'histoire cachée du Canada, le combat des deux Amériques, je traduis librement en français ici, et bien sûr, les deux sites web, le Canadian Patriot Review et également la Rising Tide Foundation. Ça va être dans les commentaires. Et si vous parlez anglais aussi, moi, je veux vraiment vous suggérer d'écrire à Mathieu. Je ne sais pas si est-ce qu'on peut encore t'écrire des courriels pour joindre les formations, les lectures ou les cours que tu donnes en ligne à chaque semaine et tout ça. C'est tellement intéressant. Alors moi, je pense que tout le monde qui parle français ici et anglais, si vous voulez parfaire votre culture universelle un petit peu et puis apprendre sur des sujets toujours les plus fascinants les uns que les autres. Donc, comment est le meilleur moyen, Matt, pour joindre les lectures que tu fais avec Cynthia? Je dirais la meilleure façon, c'est de m'envoyer une email, un courriel à info@risingtidefoundation.net ou c'est aussi quelque chose qu'on donne à tout le monde qui prendre un abonnement payé à notre Substack. C'est une autre façon qu'on écrit des choses. Il y a une option libre. Ça te donne toutes les écritures, mais aussi quand tu prends la version payée, ça te donne accès à tous les événements qu'on fait chaque semaine, normalement dimanche à 14h, ou durant la semaine, on a des événements dans la soirée de temps en temps aussi. So, tu reçois tous les événements, les invitations à ça. J'en ai assisté à plusieurs et je conseille fortement, sans hésitation, tout le monde. C'est un no-brainer. Alors, allez-y, allez rejoindre Matt et Cynthia. Et pour terminer, Matt, écoute, finissons avec un retour sur la physique des deux systèmes et on se laisse là-dessus. Donne-moi ta dernière impression. Le futur, parce que tu as parlé dans tes entrevues dans les dernières semaines de le côté anti-anthropique un peu de la nature. Fait que je dois juste finir peut-être avec tes impressions sur qu'est-ce que c'est pour soi l'anti-anthropie ou on peut dire la négantropie et pourquoi tu penses que c'est quelque chose d'important pour l'avenir? Et terminons peut-être le tout là-dessus en quelques instants. OK, c'est une bonne question pour finir. Et je vous remercie aussi pour me donner la chance de pratiquer ma français. À toi. Mais pour cette dernière question, je dirais que pour moi, l'importance d'avoir une compréhension de l'anti-anthropie, et je sais qu'on a discuté ça dans les dernières semaines, mais c'est d'avoir une sens que l'homme est vraiment fait, l'homme et femme sont déjà faits dans l'image de Dieu. So, c'est pas quelque chose juste
scientifique ou philosophique pour moi, c'est vraiment spirituel. Et si c'est vrai que l'univers est une existence et une place qui est organisée par la loi naturelle, par les lois, et que ces lois sont pas figées, c'est pas statique, mais c'est des lois dynamiques capables à améliorer, ça veut dire aussi que le pouvoir d'amélioration, c'est infini. Tu peux pas avoir une fin à dire que, OK, en 1000 ans ou un million d'années ou un milliard millions d'années, l'amélioration sera finie. Non, parce que dès que le moment qu'on dit ça, ça veut dire que on accepte l'idée philosophiquement que c'est possible que l'univers sera mort, incapable de changer pour le mieux, ou de changer, mais de détériorer. Que le changement est toujours organisé par la détérioration. Ouais. Qu'est-ce qui est l'entropie, en fait? Entropie, oui. Ouais. So, cette destruction de potentiel d'amélioration, c'est un autre mot pour notre label, c'est de dire entropie. Le deuxième loi de la thermodynamie, qui est quelque chose qu'on voit dans chaque objet qui existe, right? Si ça existe dans l'espace et le temps, comme ma téléphone, OK, ça c'était créé. Il y avait un moment avant que ça existait. Il va y avoir des moments après que ça arrête d'exister. D'abord, durant le temps que ça existe, il y a une position dans l'espace, il y a une position dans le temps, et c'est organisé. Ça ne va pas devenir un meilleur téléphone. Right? Je peux introduire des upgrades pour l'améliorer un petit peu, mais c'est gouverné par le futur ou ça n'existe pas. Maintenant, la justice, la créativité, l'amour, dans le meilleur sens, la plus haute qualité sens de le mot, la définition de l'amour ou le bon, ça, c'est des idées qui sont dans ce domaine de la réalité qui est plus... Tu ne peux pas trouver une position dans l'espace ou le temps pour trouver le bon ou la justice ou la paix. Ça, c'est des idées, right? Transcendantales. Ça existe partout. Et s'il y a des lois, s'il y a des raisonnements de like purpose, right? Le raisonnement pour des choses. Des raisons, ouais. Ça veut dire qu'il y a une créateur des lois. Il y a quelque chose qui unifie toutes ces différentes multiplicités des différentes choses dans une idée. Et si on a une raison d'être, si on a un destin, on a un rôle à jouer dans l'univers, là, je dirais que notre capacité d'être des instruments pour cette loi, c'est trouver dans notre capacité de développer notre sagesse. Ça veut dire la maturation de notre conscience et nos émotions dans une façon harmonique. Right? On peut devenir meilleur à chaque moment quand on est vivant, et on peut partager cette qualité de sagesse, ces pouvoirs de penser et d'utiliser nos émotions dans une certaine façon à des autres êtres humains, pas juste dans le monde qu'on vit dedans, mais aussi dans le futur. Right? On peut créer des institutions, on peut créer des choses qui vont affecter des vies, on peut écrire des choses, laisser des choses pour des générations qui vont vivre long après qu'on est mort. Et en faisant ça, je pense qu'on peut avoir accès à la chose qui a animé la vie des gens comme Jésus, comme Platon, comme Solon de Athens et Benjamin Franklin et Daniel Johnson le père et Paul Sauvé et toutes ces autres personnes qui ont fait des choses, qui a vécu des vies, et ils sont même de temps en temps tués. Ils ont donné leur vie pour protéger la santé de leur âme et aussi leur sens de leur rôle pour être des instruments de Dieu dans des différentes façons. Ça, c'est les choses que nous autres, on active ça dans chacun de nos cœurs. So, si on peut faire ça, on peut prouver que l'univers est anti-anthropique. Et si on ne fait pas ça, et on vit dans la façon que l'oligarchie veut qu'on dépense notre temps avant qu'on est mort, parce qu'on sera tout mort à un certain point. D'abord, la question, c'est, si on sera tout mort, qu'est-ce qu'on va faire avec notre temps? L'oligarchie a une certaine idée de qu'est-ce qu'il veut qu'on fait avec notre temps. Et si on fait ça, c'est vraiment pas possible de prouver pour nous-mêmes que l'univers est anti-anthropique. Ça commence en chacun de nous,
de dire, OK, je vais commencer de soyer anti-anthropique moi-même. Et en faisant ça, je peux commencer à comprendre pourquoi je suis une réflexion de l'univers. Même si je vais mourir, il y a quelque chose de moi qui est immortel potentiellement si je fais des décisions dans une certaine façon. C'est pas nécessaire que toute l'existence de ma vie va finir avec moi. Yeah. So, ça c'est les idées que je veux finir mon discussion avec. Yeah, parfait, mon cher. Merci beaucoup. Ben, on termine avec un point génial qui est l'idée de focusser sur soi en premier, justement, pour essayer d'être soi-même, comme tu dis, anti-anthropique, pour après ça faire éparpiller le tout à l'extérieur dans sa famille, sa culture, sa communauté. Ici au Québec, eh ben, j'ai hâte de voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire dans le futur, tout le monde ensemble. Est-ce qu'on va être capable d'amener une énergie anti-anthropique dans le monde? Et bien sûr, je dis ça au Québec parce que c'est mon point de vue personnel d'où je viens, mais c'est la même chose partout au monde dans la francophonie. Si vous nous écoutez aujourd'hui, eh bien, soyez un vecteur anti-anthropique dans votre communauté locale et puis essayons que peut-être que la communauté transatlantique du monde puisse se joindre, qui sait, avec l'espèce de nouvel ordre multipolaire dont Mathieu, dans sa lentille, nous a parlé aujourd'hui, qu'il voit se dessiner dans le futur avec la Chine et bien sûr la Russie. Alors, on verra si on est capable de faire ça. C'était la série Tout le monde et notre invité de marque, Mathieu Herret. Mathieu Herret, encore une fois, un merci du plus profond de mon cœur, mon cher. Le futur a l'air très lumineux pour toi. Je te souhaite que ça soit le cas, en effet, et qu'on n'arrête pas de te voir pour nous aider à comprendre un petit peu mieux l'histoire dans le futur. Et encore une fois, écoute, merci beaucoup vraiment d'avoir pris soin de faire ça en français pour mettre ça, je pense, dans la conscience collective des gens qui ont parlé francophone et qui ne puissent pas s'abreuver de tes connaissances en anglais, malheureusement. Alors maintenant, ils auront au moins la possibilité peut-être de tomber sur cette ressource-là en français ici. Alors, merci mon gars, bonne poursuite et puis à la prochaine, Mathieu. All right, bye-bye. Merci beaucoup. That's it, la gang. On y est finalement. On vient de revisiter au complet toute l'histoire du Québec depuis les années 1700. Bien sûr, je niaise un peu, pas dans les détails, mais on a quand même fait un solide travail ensemble d'introspection historique et d'emmagasinage de données plus intéressantes les unes que les autres pour se retrouver à la modernité aujourd'hui suite au 11e épisode. J'ai toujours tendance à m'éterniser, à radoter avec les remerciements et les conclusions. Donc, je vais essayer de garder ça très court ici. J'ai déjà remercié 10 fois dans l'épisode, je pense, Mathieu Herret. Mais je veux vous remercier, vous, vraiment, tous et chacune de vous qui avez décidé volontairement de prendre du temps, de l'énergie, parce que ça prend de l'énergie pour réfléchir à des choses comme ça, et que vous ayez aussi l'ouverture de cœur, je dirais vraiment, d'oser remettre en doute certaines opinions peut-être, ou juste de revisiter des faits, des vérités que vous pensiez admises et de se dire « Ah, mais je connais-tu vraiment ce que je pense connaître? » C'est pas donné à tout le monde de faire ça. C'est même une minorité de la population qui apprécie ce travail-là. Donc, vraiment, levez-vous votre propre chapeau à vous-même dans le miroir. Vous le méritez. Donc, merci, merci, merci d'avoir été là. Plus on évolue à l'intérieur, plus ça va permettre au monde extérieur d'évoluer dans le futur. C'est un petit peu l'idée principale derrière comment on veut travailler l'information ici. Parce que de façon centrale autour de ça, c'est seulement en pouvant se détacher de ce qu'on pense tenir comme vérité, donc de s'en détacher juste de façon temporaire, et dire « OK, je crois en ça maintenant, je vais essayer d'accepter d'autres choses sans toujours avoir cette chose-là qui veut revenir contrer ou contre-argumenter, de dire non, là, j'accepte ça pour l'instant, et ensuite de ça, je garde les différentes vérités à l'intérieur de ma tête pour pouvoir réanalyser les nouvelles données au travers de plusieurs loupes et d'avoir à ce moment-là un point de vue plus éclairé par les différentes loupes d'analyse disponibles à l'intérieur de votre propre esprit et votre propre mentalité. C'est un gros morceau, un gros outil personnel qui, j'espère, va avoir peut-être été développé un petit peu plus chez vous avec cette série ici du Québec en quarantaine. Fait que tout le monde, encore une fois, merci à vous tous et toutes. Venez dans les commentaires me donner vos impressions sur la série, ce que ça vous a laissé comme feeling général, les moments forts, peut-être des critiques. Est-ce que ça vous motive à prendre action d'une façon quelconque dans votre vie, changer des choses, chercher plus, whatever. Commentez ça, venez nous dire comment vous avez trouvé ça. Et surtout, comment est-ce que vous pensez qu'on devrait utiliser ça, toutes ces informations-là, ici, au Québec, pour bâtir un avenir centré autour de l'amour, dans un système ouvert
qui va pouvoir créer de la négantropie au Québec et dans l'univers. Je le rappelle une dernière fois, dans les notes, j'ai des options pour les contributions. Si vous avez apprécié la série, courriel, Gab Masson, donc donation Gab Masson en un mot, DONATIONGABEMASSON à commercial gmail.com. C'est pour les virements Interac avec le mot de passe franc, s'il vous plaît, franc, FRANC. Et sinon, paypal.me, paypal.me/gabmasson. Même chose, GABEMASSON. C'est une série qui m'a pris quand même 5 mois à faire il y a plus d'un an avec mes invités, coordonner, gérer tout ça. Donc, si je reçois jusqu'à 500 $ de dons, je vais donner 100% de ça à mes invités. Si jamais il y en a qui donnent et que ça dépasse ça, je vais garder le reste pour mes petits troubles personnels, m'acheter du weed et du vin. Vous en pensez? C'est bon ça? Sur vos bras. All right. That's it, tout le monde. Restez à l'affût. La semaine prochaine, il va peut-être avoir un dernier ou un avant-dernier épisode pour voir. J'ai déjà des noms d'invités en tête, mais c'est juste que c'est pas encore enregistré maintenant au mois de septembre 2023. Fait que ça risque de venir. Donc, revenez voir la semaine prochaine. Ça risque d'être pas mal cool ce qu'on va faire. Et revenez me voir sur mes chaînes. Si jamais vous avez aimé ça, je devrais faire autre chose sous un autre nom peut-être dans le futur, parce que entre ma première et ma deuxième saison, on va finir là-dessus, il y a un autre channel qui est né avec un vrai franc-maçon qui ont appelé ça En toute franchise, alors que moi, mon show s'appelait Franc-maçon et mon podcast était dans le franc des yeux, puis j'avais toujours un moment de franchise dans mes épisodes. Fait que ça a l'air que c'est dans l'air du temps. On s'est fait dédoubler un peu notre concept et notre nom, mais c'est pas grave, on va leur laisser, puis on va faire d'autres choses sous un autre nom. Il y en a tout le temps trop, de toute façon, des idées dans ma tête, fait que on en sortira une de plus dans le futur. All right. D'ici là, je vous invite, comme d'habitude, vous, à faire quelque chose de nouveau. Changez la routine. Faites-vous une surprise. Faites-vous plaisir. Surprenez-vous. Chose, change-toi. Change le monde. Ciao tout le monde. À la prochaine.